est 8h à Tel Aviv. Merci d'être avec nous sur i24 News. Voici les titres à la une de l'actualité. Journée politique décisive en Israël. Binyamin Netanyahou a jusque ce soir minuit pour former sa coalition. Une tâche qui s'est révélée beaucoup plus compliquée que prévu. Le Premier ministre pourrait ne pas y parvenir. 3 ans au pouvoir, François Hollande a été élu le 6 mai 2012. 3 ans marqués par des dates clés et une phrase, inverser la courbe et puis des sondages inébranlables. Il reste le président le plus impopulaire de la Ve République. Au revoir Jean-Marie Le Pen, bonjour Bernard Ménard. Robert Ménard, le FN embarrassé par une affaire de fichage d'élèves musulmans par le maire de Béziers, décryptage dans un instant. Et puis cette petite révolution, un test d'autodépistage du sida, comme un test de grossesse, eh bien on le fait chez soi, le brevet a été adopté, ça devrait sortir dans un mois. Enfin, vous les avez vus, ces images qui ont fait le tour du monde, la princesse Kate, toute pimpante, quelques heures à peine après son accouchement. On en sait désormais un peu plus sur la machine de guerre mise en place par le palais de Buckingham pour que la jeune maman continue de séduire la planète tout entière. Bienvenue à tous. Journée politique décisive en Israël. Plus de 50 jours après les élections, Binyamin Netanyahou a donc jusque ce soir minuit et pas une minute de plus pour former sa coalition. Une tâche qui s'est révélée beaucoup plus compliquée que prévu. Le Premier ministre pourrait ne pas y parvenir. Explication Joseph Emmanuel. Il est engagé dans une course contre la montre pour former son gouvernement. Le Premier ministre israélien a signé des accords de coalition avec 4 des 5 partis devant entrer dans la coalition. Un récalcitrant, Naftali Bennett, chef de file du parti nationaliste religieux Foyer Juif. Il aurait rompu le contact avec Benjamin Netanyahou un jour avant la date limite, une façon peut-être de faire monter les enchères. Les analystes parlent d'une tactique évidente et transparente bien connue, monnayer son entrée dans le prochain gouvernement et obtenir peut-être le prestigieux portefeuille ministériel des Affaires étrangères, un portefeuille promis à Victor Lieberman. Une tactique qui peut échapper aux uns et aux autres et qui ferait tomber, à cause d'un parti de droite, un gouvernement de droite. Le président de l'État se verrait alors dans l'obligation de confier à la gauche israélienne la formation d'un nouveau gouvernement, un scénario déjà vu en Israël, mais un scénario peu probable aujourd'hui. Le Premier ministre devra certainement commencer à gouverner avec une majorité de 61 sièges, une majorité ténue d'une voix qui la mettrait à la merci du premier député venu. Une configuration toute singulière. Le Premier ministre sortant avait précisément fait le pari de dissoudre son gouvernement précédent pour reconstruire une majorité solide. 24 heures avant l'ultimatum, l'incertitude demeure. Une situation toute paradoxale pour le Premier ministre israélien. Son parti obtenait un excellent score lors des élections de mars. Il est aujourd'hui dans une situation très délicate pour former une coalition impossible. Bonjour Daniel Haïk, vous êtes à la Knesset pour nous à Jérusalem. Alors quels sont les derniers développements? Où en sont les dernières tractations avec Naftali Bennett? Eh bien écoutez, Naftali Bennett et son parti font grimper les enchères et poussent Binyamin Netanyahou et le Likoud dans leur dernier retranchement. Si hier, Naftali Bennett exigeait pour sa collègue Ayelet Shaked le ministère de la Justice, eh bien, dans la nuit, de nouvelles exigences se sont rajoutées et Naftali Bennett désire également maintenant être nommé ministre de la Défense lui-même et donc Ayelet Shaked obtenir le portefeuille de la Justice. Ce sont des exigences extrêmement élevées pour Binyamin Netanyahou. Il faudra voir comment le Likoud réagira à ces exigences. Alors, votre estimation, Daniel, est-ce que Binyamin Netanyahou va parvenir à former sa coalition avant ce soir minuit? Écoutez, la plupart des observateurs affirment que vraisemblablement, Binyamin Netanyahou devrait parvenir à former cette coalition, trouver un accord avec Naftali Bennett, mais il faut tout de même être prudent parce qu'il y a un profond ressentiment au sein du parti de Naftali Bennett. On n'apprécie pas d'avoir été mis de côté des négociations pendant plus de 40 jours et surtout, on craint au sein de l'entourage de Naftali Bennett d'être tout simplement écarté du gouvernement par la suite parce qu'on comprend que Binyamin Netanyahou veut élargir son gouvernement dans les prochaines semaines et les prochains mois et y faire entrer l'Union sioniste. Et dans ce cas de figure, eh bien, il est certain que Naftali Bennett sera exclu du gouvernement. Donc on durcit les positions et on mène un bras de fer extrêmement intéressant dans l'échiquier politique pendant les prochaines heures.
Alors Daniel, si ce soir Binyamin Netanyahu annonce son échec au président Rivlin, je n'y suis pas parvenu, je n'ai pas de coalition, concrètement, il se passe quoi ? Bien concrètement, c'est, on peut dire, la fin de la carrière politique de Binyamin Netanyahou. Il est le seul des 120 députés à ne plus pouvoir former une coalition gouvernementale. À ce moment-là, Reuven Rivlin, le président, recommence des consultations avec les principales formations, les formations qui siègent à la Knesset, et il voit qui est le député qui a la capacité de former une coalition alternative. Si c'est probable, comme c'est probable, il confie cette mission à Yitzhak Herzog, le leader de l'Union sioniste. Eh bien, Yitzhak Herzog aura alors 28 jours pour former la coalition gouvernementale, pas un jour de plus. Merci beaucoup Daniel Haïk devant la Knesset. Et à noter cette information qui vient de nous parvenir, l'armée de l'air israélienne aurait frappé un convoi d'armes au Soudan. C'est une information relayée par une source militaire soudanaise sur plusieurs médias arabes ce matin. Les habitants sur place ont noté une très forte déflagration cette nuit. Ce serait déjà arrivé par le passé. Il s'agirait d'armes en provenance de l'Iran qui transiteraient par le Soudan. Voilà, et à noter toujours en bref que les juges français ont clos leur enquête sur la mort de Yasser Arafat. L'enquête avait été ouverte après une plainte déposée par sa veuve, Soua, à la suite de la découverte de polonium sur des effets personnels de Yasser Arafat. Mais le dossier devrait s'acheminer vers un non-lieu. François Hollande fête donc ce mercredi le 3e anniversaire de sa victoire à la présidence de la République. Un bilan mitigé et quelques dates clés que nous résume Rudy Saada. En 3 ans de présidence, François Hollande s'est affirmé comme le président normal à la cote de popularité anormale. L'histoire commence sous la pluie en mai 2012 avec une cote de popularité de 55%. Pas d'état de grâce donc, mais le champ libre pour rompre avec les années Sarkozy. La crise économique et la timidité des réformes vont en 6 mois presque diviser sa popularité par 2. Il est à 35% lorsqu'il lance en janvier 2013 l'opération Serval en Afrique pour soutenir les troupes maliennes contre les islamistes. Une séquence chef de guerre qui lui donne enfin une stature d'homme d'État. Une posture qui souffrira 10 mois plus tard lorsque la jeune Leonarda, collégienne rome expulsée au Kosovo, tiendra tête au président en refusant de continuer sa scolarité en France sans sa famille. La sanction médiatique est immédiate et la popularité de François Hollande flirte avec les abysses avec 23%. Un chiffre alarmant mais qui n'est rien devant les 17% de mars 2014. Critiqué par Arnaud Montebourg et boudé par les Français, le président Hollande joue la carte du remaniement et propose aux Français un gouvernement de combat avec à sa tête Manuel Valls et à son portefeuille le jeune Emmanuel Macron. Chômage record à faire gailler, défaite de la gauche au municipal, la chute se poursuit pour atteindre le record de non-popularité sous la 5e République avec seulement 13% en novembre 2014. Il faudra un événement dramatique, les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, pour donner un peu d'air à la popularité d'un président qui étonne les Français par son calme et son côté rassembleur dans la gestion de crise. L'embellie politique va se confirmer jusqu'au vote de la loi Macron en février 2015. Jugé trop libéral par les frondeurs du PS, Hollande est alors à 23% d'opinion favorable et décide de passer en force en mettant en évidence les divisions dans son propre camp. Et c'est donc seulement avec 16% d'opinion favorable que François Hollande s'apprête à fêter ses 3 ans à l'Elysée. Mais avec la vente de 84 Rafales, une activité diplomatique intense et une économie qui repart timidement, on serait presque tenté de souhaiter Happy Birthday, Mr. President. Alors Rudy, après la présidence normale, François Hollande joue désormais la présidence porte ouverte. Oui, alors fin 2014, un des conseillers en communication du président Hollande confiait à nos confrères du Lab d'Europe 1 que de toute façon, on n'a plus rien à perdre vu le traitement quotidien que donne la presse. C'est en gros la raison pour laquelle l'Élysée a depuis quelques mois fait une véritable opération porte ouverte. Alors l'idée, c'est de combattre ce qu'on appelle le Hollande bashing, cette tendance à critiquer le bilan ou la personnalité du président. Alors l'essentiel, c'est donc qu'on parle d'autre chose et voilà ce que ça a donné. C'était il y a quelques jours, ça a fait un gros carton d'audience sur M6. Vous allez découvrir l'Élysée comme vous ne l'avez jamais vu. On va vous révéler les secrets de ce palais grâce à ceux qui travaillent au cœur du pouvoir. C'est près de 1000 personnes qui font valoir l'excellence de la France. Peut-être que si le président il est à l'heure, c'est un petit peu grâce à moi. Donc ce soir pour le roi et la reine de Suède, langouste bretonne, moelleux de pommes aux épices douces.
Alors comment est-ce qu'on peut interpréter cette transparence médiatique? Alors tous ceux et celles qui côtoient au quotidien François Hollande, ses proches vous le décriront comme un homme déterminé, plein d'humour, voire même charismatique. Donc on est loin de la perception du président inactif et qui navigue à vue. Et donc l'idée c'est de mieux le connaître. Un tweet témoigne de cette stratégie. Il est signé Manuel Valls, le Premier ministre. C'était le matin de l'interview qu'il avait donnée au supplément de Canal+, qui avait surpris comme choix d'émission. Il disait voilà ceci, on le voit, François Hollande dans le supplément, l'occasion de mieux découvrir l'homme que je connais, déterminé, cohérent et au service des Français. À remarquer quand même que si François Hollande ouvre les portes, il fait attention quand même de garder une certaine posture présidentielle. On l'a vu, assez prudent dans justement cette émission Le Supplément. Et à noter pour finir que les coulisses de l'Élysée passionnent, et c'est pour ça qu'une BD est désormais disponible. Elle s'appelle Le Château. Elle raconte un tas de petites histoires sur le personnel de l'Élysée. On y voit les histoires de ces 1000 personnes qui y travaillent, mais on ne parle absolument pas du bilan de François Hollande. C'est peut-être ça l'essentiel. C'est une BD réalisée par l'Élysée? Non, c'est réalisé par un dessinateur proche de François Hollande qui avait déjà dessiné sa campagne et qui désormais dessine le quotidien de l'Élysée. Michael Barzli, professeur de philosophie politique, je vous vois grimacer. Non, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que vous en dites de cette nouvelle communication du président Hollande? Non, je crois que François Hollande, c'est un très bon tacticien politique. Oui. Je crois qu'il faut comprendre qu'on est dans un quinquennat, on n'est plus dans un septennat. Oui. Donc tout est affaire de tactique. Et je crois que la tactique de François Hollande est très simple. Il faut avoir comme ennemi principal le Front National. Donc il faut faire monter légèrement le Front National, pas trop, mais un petit peu, de façon à être au deuxième tour face à Marine Le Pen et gagner les élections. Et donc pour ça, il y a deux stratégies. La première, c'est d'avoir Nicolas Sarkozy en face, et c'est probablement ce qui est en train de se passer, et donc qui risque de reporter un certain nombre de voix, à la fois peut-être vers François Hollande, peut-être vers Marine Le Pen, on ne sait pas. Et d'un autre côté, c'est de ne pas avoir d'autres candidats à gauche. Et je pense que tactiquement, il a pas mal joué, parce que finalement, les écologistes sont au plus bas. Oui. Le front de gauche, ce qu'on appelle, ils sont plus unis. Il n'y a plus de candidats comme il y avait Mélenchon. Voilà. Donc quelque part, si le seul candidat à gauche, et s'il a Marine Le Pen au deuxième tour, parce qu'elle va monter, et je pense que ce qui se passe, on en reparlera, c'est favorable malgré tout au Front National. Reste à savoir aussi qui sera le candidat du Parti Socialiste pour 2017. Les Français ne veulent plus François Hollande. Non, mais la tactique de Hollande a été très simple. Quand le seul candidat possible chez les socialistes, c'est Manuel Valls. Ouais. Tous les autres, il les a éliminés, en les virant du gouvernement à certains moments ou en les mettant en minorité. Il va y avoir un congrès. Manuel Valls sera la vedette de ce congrès. Manuel Valls tape tout le temps sur le Front National. Curieusement, tape très peu sur l'UMP, parce que le vrai adversaire qu'ils veulent avoir au deuxième tour, c'est pour éliminer l'UMP, évidemment. De ce point de vue-là, tactiquement. Et puis, il y a autre chose. Il nous avait promis évidemment un pouvoir propre. Alors il y a eu l'affaire Cahuzac, après il a dit plus de bling-bling, on a eu Julie Gaillet, Valérie Trierweiler, donc toutes ces promesses évidemment elles se sont envolées. Est-ce qu'elles expliquent, Michael Barzli, est-ce qu'elles expliquent ce chiffre? Un sondage paru samedi révèle que 81% des Français estiment que le bilan des 3 ans de François Hollande est négatif. C'est énorme. Oui, c'est énorme, c'est sûr que c'est... Mais encore une fois, nous sommes dans un quinquennat. On est au bout de 3 ans, il y a 2 ans. Regardez les indicateurs. Les indicateurs sont plutôt favorables à Hollande. La croissance remonte en Europe. L'euro est au plus bas. Mais pas en France. Pas encore, mais peut-être que ça va malgré tout avoir une influence sur la France. L'euro est au plus bas, donc on peut vendre, on vend des rafales. Et Hollande, en privé, dit, en se moquant de Sarkozy, il dit, lui, il parle, les rafales, c'est moi qui les vends. Quand même, ce qu'on retiendra de ces 3 ans, c'est la non-inversion de la courbe. 3,5 millions de chômeurs en France, un drame pour eux et pour leur famille. Les 3/4 des Français pensent que le président Hollande ne parviendra pas à faire baisser le chômage, même à la fin de son quinquennat. Où s'est-il trompé, Hollande, dans cette bataille contre le chômage? Je crois qu'il s'est trompé en faisant des promesses, en disant qu'on pouvait inverser la courbe du chômage sans réduire le coût du travail en France. Ouais. Il faut comprendre que par rapport à d'autres pays, et notamment l'Allemagne, le coût du travail en France est 10 ou 15% plus cher que dans les pays de la zone euro, évidemment les pays de l'Est, évidemment, mais même l'Allemagne, mais même en Angleterre. Donc en Angleterre, il y a eu des signes d'une politique assez radicale pour faire repartir l'emploi. Il n'a pas eu le courage de le faire. Peut-être qu'il le fera. Des réformes pas assez courageuses. Mais je pense qu'il est capable de faire dans la dernière année des dépenses pour justement relancer un petit peu et avoir une légère inversion de la courbe du chômage et dire sur la dernière année, vous voyez,
Laissez-moi continuer. Alors, les Français lui reprochent évidemment son manque de résultats économiques. Hein. C'est la principale raison de son impopularité, évidemment. Deuxième raison, toujours selon ce même sondage, une personnalité et un comportement qui ne sont pas à la hauteur de la fonction présidentielle. On s'attarde un instant sur ce deuxième argument. Un président normal, finalement, les Français n'en veulent pas? Non, je crois que la France est un pays monarchique. Depuis toujours. La fonction présidentielle, c'est une fonction qui exige une certaine hauteur. Et donc, l'idée du septennat était une idée justement qui permettait de faire des réformes à long terme. On est tombé dans un quinquennat qui bloque finalement la vie politique parce que les élections parlementaires et les élections présidentielles sont liées. Ouais. Donc, il est pris par sa majorité et forcément, un président aura toujours des problèmes dans son propre parti lorsqu'il ne pourra pas mener sa politique. C'est très difficile dans un quinquennat de mener une politique de réforme. Donc, quelque part là-dessus, il s'est trompé. Il a opté pour ce qu'il appelle, lui, le président normal, mais c'est à son image. On ne se transforme pas en quelqu'un de charismatique. Cette communication, c'est justement une dénormalisation. On montre l'Élysée, on montre les ordres. Changement de stratégie. Alors, je crois que la véritable question, ce sera effectivement qui sera au deuxième tour. Et la stratégie de Hollande, elle est simple, elle est d'arriver en face de Marine Le Pen et de gagner malgré tout les élections. Il ne gagnera pas comme Chirac 82-18 ou quelque chose comme ça. Ouais. Il les gagnera 70-30 ou 65-35. Alors, décidément, le FN, il en est beaucoup question ces derniers jours. Robert Ménard tente de se sortir d'affaire. Le maire de Béziers a affirmé en fin de journée hier qu'il n'y avait pas de fichage des élèves musulmans de sa ville. La polémique, je vous le rappelle, est née des déclarations de ce proche de Marine Le Pen. Lundi soir, sur France 2, il a évoqué le comptage des élèves au nom en consonance musulmane pour favoriser, a-t-il expliqué, l'intégration scolaire. Le parquet a ouvert une enquête pour fichage illégal. Et la mairie de Béziers a été perquisitionnée hier en fin de journée. Je sais que je n'ai pas le droit, mais on le fait. Ces mots sont prononcés ce lundi par un élu de la République, Robert Ménard, dans l'émission de télévision Mots croisés. Ce proche de Marine Le Pen assume le fait que sa mairie tombe ainsi dans l'illégalité. Les fichiers ethniques sont interdits en France et il le sait. Explication face caméra. Oui, dans notre ville, pardon de vous le dire, il y a un trop grand nombre d'immigrés. Et que, attendez, pardon. Et que ça veut dire que l'intégration, elle est impossible. Bonjour, je m'appelle Ayou. Ce fichage, basé sur le nom des élèves, permet au maire de Béziers d'affirmer que 64% d'entre eux sont musulmans. Une méthode illégale selon le droit français. La justice a ouvert une enquête préliminaire ce mardi. Les réseaux sociaux n'ont pas non plus tardé à réagir et les comptes Twitter de la classe politique française, de gauche comme de droite, sont entrés dans le débat. Un débat qui s'invite jusque dans les rangs de l'Assemblée nationale. Cette pratique n'est pas seulement illégale, vous l'avez très bien dit, elle est contraire aux valeurs de la République. Et elle fait honte au mandat qui lui a été confié. Le Parti socialiste a évoqué un fichage digne de la Seconde Guerre mondiale. De son côté, le Conseil français du culte musulman dénonce la méthode qu'elle considère être une nouvelle forme d'islamophobie. Voilà, Betsabé, pour se défendre, Robert Ménard a invoqué l'intérêt de ces fameuses statistiques ethniques. Oui, je sais qu'on n'a pas le droit, mais on le fait. C'est la sortie de Robert Ménard, après avoir dévoilé ce triste classement, plus ou moins hypothétiquement mené donc par la mairie de Béziers, celui des noms des élèves classe par classe. C'était donc lors de l'émission Mots croisés sur France 2. Alors, si seulement le maire de la ville cherchait une quelconque inspiration par ces noms, que sais-je, le prénom le plus populaire, mais non, ces prénoms servaient d'indices, d'indicateurs de religion. Et oui, insiste l'élu de Béziers, si vous vous appelez Mohamed, c'est que vous êtes. Le brouhaha déclenché sur le plateau lui a cloué le bec. Eux aussi auraient sans doute préféré que les pensées de Ménard restent absorbées par le linge qui pend aux fenêtres de sa ville et les crachats de l'espace public, désormais passible d'une amende. Car même si lui réfute l'existence de listes répertoriant les différentes confessions, il s'agit bien de profilage communautaire. Voilà. Et ça tombe mal puisque les statistiques menées en raison de l'origine ethnique sont interdites en France. Exactement. La loi Informatique et Liberté 1978, Barbara est claire. Il est interdit de recueillir
ou d'enregistrer des informations faisant apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques ainsi que les appartenances religieuses des personnes. En 2007, le Conseil constitutionnel avait même refoulé une loi sur la collecte de données ethniques à des fins statistiques se basant sur l'article 1 de la Constitution qui interdit, je vous le rappelle, toute distinction d'origine, de race ou de religion. Et c'est toute une mentalité en France d'ailleurs. En France, on considère souvent que le profilage communautaire est contraire à la démocratie et pourtant, il existe ailleurs dans le monde et dans des pays pas moins démocratiques. Et oui, dans les pays anglo-saxons, les Américains, les Britanniques l'utilisent. D'ailleurs, d'aucuns soutiennent que ces statistiques existeraient indirectement en France. Et oui, prenez les enquêtes de l'INSEE sur l'emploi, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elles peuvent contenir des données comme enfants d'immigrés algériens ou encore français nés d'un père turc. Notez en outre que fin 2009, celui qui était alors maire d'Evry, et oui, entendez l'actuel Premier ministre Manuel Valls, avait été au cœur d'une polémique après avoir souligné l'absence d'habitants blancs sur un marché d'Evry. Alors, hypocrisie ? Alors, Michael Bardi, ces statistiques ethniques existent effectivement un peu partout dans le monde. C'est le cas également en Allemagne, c'est le cas ici en Israël pour des bonnes raisons. Sans doute des raisons notamment sociales liées à l'emploi, à la prévention médicale. Est-ce que la France en fait un scandale pour rien ? Oui. Je pense que oui. Je pense que d'une certaine façon, d'abord, quand on parle de fichage, alors évidemment, on évoque Vichy. Oui. Je crois qu'il faut être très prudent et je pense que l'enquête ne donnera rien. Encore une fois, moi je sais que dans tous les établissements scolaires, notamment dans les banlieues difficiles, tous les chefs d'établissement font ce genre de petites statistiques pour justement répartir les élèves dans les classes. Parce que les enseignants viennent et disent on ne peut pas enseigner lorsqu'on a 80% d'enfants d'immigrés, peu importe, qui ne parlent pas français ou qui maîtrisent mal la langue française. Donc ils font, je dirais, ces petites statistiques. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un fichage informatique. Ce qui est interdit, c'est le fichage informatique, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un fichier. Le fait de faire des petites statistiques et de répartir les élèves dans des classes, dans des établissements pour avoir une meilleure intégration, c'est pratiqué en France dans tous les établissements. Vous comprenez quand même la sensibilité. Le PS dénonce une extrême droite qui n'a rien renié de son passé, évoque des pratiques d'un autre temps, des limites jamais atteintes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. Mais on est dans une stratégie politique qui consiste à présenter le Front National comme le véritable ennemi. Oui. Et donc, c'est une stratégie politique. Moi, je ne suis pas naïf dans cette affaire-là. Lorsqu'on invoque les grandes valeurs républicaines à l'Assemblée sur un problème qui peut être un problème. Si M. Ménard a enfreint la loi, il doit être condamné. Mais encore une fois... On parle bien d'une mairie et d'un maire. Vous parlez d'établissements publics encore une fois, qui gèrent la répartition des élèves. Là, on parle d'une maire. Moi, je pense qu'il a voulu faire un effet d'annonce et que ce qui était important pour lui, c'était d'annoncer justement qu'il y avait 75% des enfants qui étaient musulmans dans les classes. Et ça fait plus d'effet que l'idée du fichage ou des statistiques ethniques. Et c'est ça le véritable problème aussi. Donc, quelque part, ce que ressentent les enseignants dans les écoles, avec les problèmes que l'on connaît dans les cantines, avec le problème que l'on connaît dans les classes pour enseigner la Shoah, donc tout ça existe réellement. Et ce n'est pas seulement en évoquant les grandes valeurs républicaines pour lesquelles nous sommes tous d'accord qu'on va résoudre le problème. Alors c'est une affaire peut-être en tout cas qui tombe mal pour le FN, un FN qui a déjà fort à faire avec les dérapages de Jean-Marie Le Pen, Betsabé, la saga Le Pen. Dernier épisode, Jean-Marie réfléchit à un nouveau parti. Alors va-t-il créer un nouveau parti? C'est ce que demande Metro News. Il réfléchit après avoir vitupéré à nouveau sur la capacité de Marine Le Pen à accéder au pouvoir en 2017. Et oui, elle incarne une autre voie que celle que je crois salvatrice. Il évoque à demi-mot son propre avenir politique. Le temps est maintenant celui de la réflexion, amorce l'ancien patron du FN. Et le temps du débat aussi, lancé par le Figaro. Et oui, le départ de Jean-Marie Le Pen est-il un danger ou une bénédiction pour le Front National? Proposant ainsi aux internautes de s'interroger. Alors réponse: il est temps qu'il prenne sa retraite et qu'il se retire dignement au lieu de faire du tort à son parti, même si pour bien des militants, je cite, c'est Jean-Marie Le Pen qui incarne le mouvement. D'autres relevant d'ailleurs, c'est comme ça que son père s'exprime depuis des décennies. Et oui, des commentaires qui fusent, tandis qu'au front, la tempête continue de plus belle, écrit le Figaro, car Jean-Marie Le Pen n'oublie pas que la meilleure des défenses, eh bien oui, c'est l'attaque. Hier soir sur France 2, se présentant comme la victime d'un peloton d'exécution, il n'en a pas moins oublié de menacer sa fille.
ces derniers jours, il a eu des mots très durs contre Marine, l'encourageant à changer rapidement de nom, rappelle Les Inrocks. C'était dans une interview qui avait été faite la veille et diffusée hier sur Europe 1. J'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom, lance alors Jean-Marie Le Pen. Vous répudiez votre fille, Jean-Marie Le Pen, lance le journaliste. Absolument, répond le père. L'attaque avec un détour par la victimisation, Barbara. Et oui, on rappelle que Jean-Marie Le Pen, le pauvre, a tout juste été suspendu par le Front National. Séquence émotion, il est blessé et indigné selon son épouse, c'est même le titre du point. Jeannie Le Pen, l'épouse du président d'honneur du Front National, assure que son mari, je cite, vit assez mal la guerre politique qui l'oppose à sa fille qui a un autre chat à fouetter. En effet, la prochaine guerre de la famille Le Pen au FN, elle se joue entre Marine et Marion, c'est ce que relève le magazine Challenge. Merci Betsabe. Toujours en politique, l'UMP devrait bel et bien être rebaptisé Les Républicains. Le nouveau nom a été adopté hier par le bureau politique du parti à la quasi-unanimité. Le président du parti, Nicolas Sarkozy, tente, vous le savez, de faire table rase des affaires judiciaires qui ont terni l'image de l'UMP. Dernière étape à venir, les adhérents vont devoir valider ce changement de nom lors d'un vote à la fin du mois. L'Assemblée nationale a approuvé massivement hier le fameux projet de loi sur le renseignement défendu au nom de la lutte antiterroriste. 438 députés ont voté pour, malgré les critiques sur les risques d'une surveillance de masse. Le texte doit encore passer par le Sénat et le Conseil constitutionnel. Julia Galancia. Un texte nécessaire et équilibré pour les uns, dangereux et liberticide pour les autres. Depuis sa présentation en Conseil des ministres il y a plus de 2 mois, le projet de loi renseignement a fait l'objet de nombreux débats entre partisans et détracteurs. D'abord, le projet de loi énonce des domaines que peuvent invoquer les services pour justifier leur surveillance. Il s'agit notamment de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la défense nationale, de la prévention du terrorisme, mais également des intérêts majeurs de la politique étrangère, ainsi que de la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions et de la criminalité et de la délinquance organisée. Des formulations parfois larges qui inquiètent les opposants au texte qui craignent qu'elles puissent permettre de surveiller de simples activistes ou des manifestants. Le contrôle de cette surveillance sera confié à une nouvelle autorité administrative indépendante, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, composée de 6 magistrats du Conseil d'État et de la Cour de cassation, de 3 députés et 3 sénateurs de la majorité et de l'opposition et d'un expert technique. Sauf qu'en cas d'urgence, le Premier ministre pourra passer outre l'avis de la Commission, mais devra alors motiver sa décision. Et le projet de loi entend aussi mettre à profit les opérateurs Internet. C'est l'une des dispositions les plus contestées. Elle prévoit de pouvoir contraindre les fournisseurs d'accès à Internet à détecter une menace terroriste sur la base d'un traitement automatisé. En pratique, le contenu des communications ne serait pas surveillé, mais uniquement les métadonnées. Origine ou destinataire d'un message, adresse IP d'un site visité, durée de la conversation ou de la connexion, des données qui ne seraient pas conservées. Enfin, le projet de loi souhaite détecter des profils de terroristes potentiels et pour cela, étendre la surveillance électronique à toutes les personnes en contact avec des personnes déjà suspectées. En 2014, 60% des écoutes administratives visaient la criminalité organisée, 24% le terrorisme et 15% le contre-espionnage. Depuis l'attaque meurtrière contre Charlie Hebdo, la part dédiée au terrorisme est montée à 48%. Voilà, merci à Mickaël Barzi d'avoir été avec nous ce matin. Merci Rudy Betsabe. À suivre dans le morning cette petite révolution dans le domaine médical. Un test d'auto-dépistage du sida comme un test de grossesse. Eh bien, on le fait chez soi. Le brevet a été adopté. Ça devrait sortir dans un mois. Ce sera juste après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Julien Baloul. Ce sera dans 2 petites minutes. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On en sait désormais un peu plus sur la fusillade au Texas il y a 2 jours. C'est l'État islamique qui a revendiqué cette tentative d'attentat contre un concours de caricature de Mahomet. Les autorités américaines tentent toujours de déterminer le profil des 2 assaillants. Mais c'est bien la première fois que Daesh revendique une attaque sur le sol américain. Julia Galancia.
C'est la première fois que l'État islamique revendique une attaque sur le sol américain. Et l'organisation terroriste promet plus d'attaques aux États-Unis. Dimanche, dans la grande banlieue de Dallas, 2 hommes lourdement armés tentent d'attaquer un concours de caricature du prophète Mahomet, un rassemblement organisé par une association considérée comme islamophobe. Les 2 assaillants blessent légèrement un garde de sécurité avant d'être abattus par un policier. Le drame a pu être évité. Selon le porte-parole de la police de Garland, les 2 hommes étaient munis de fusils mitrailleurs. Il a fait ce pourquoi il était entraîné. Et étant donné les coups de feu tirés vers lui, il a fait un boulot exemplaire, en sauvant probablement des vies. Si l'attaque a été avortée, la symbolique est grande puisque l'État islamique a réussi à inciter 2 Américains à commettre une attaque contre leur propre pays. Les 2 islamistes présumés étaient Elton Simpson, 31 ans, et Nadir Soufi, 34 ans, qui partageaient un appartement à Phoenix, dans l'Arizona. Elton Simpson avait fait l'objet d'une enquête du FBI pour avoir exprimé l'intention de faire le djihad. Il se disait persécuté à cause de sa religion. Elton Simpson rêvait d'une carrière de basket et a eu un accident de voiture. Il s'est converti à l'islam suite à cela. Il tweetait son sentiment de frustration. En mars, bientôt vous ne pourrez plus vivre comme musulman en Amérique, l'étau se resserre. Quelques minutes avant l'attaque, il tweet qu'Allah nous accepte en tant que moudjahidine. Il n'y a aucune excuse pour une attaque de ce type, même si l'événement visé était anti-islam. Nous pensons que même les personnes sectaires comme Pamela Geller, Robert Spencer et Geert Wilders ont le droit d'exprimer leur haine et leur intolérance. Et nous avons le droit de défier de manière pacifique ce sectarisme. Mais il n'y a rien qui justifie la violence. L'enquête du FBI dira si les 2 hommes étaient vraiment en lien avec l'organisation État islamique. Une stratégie profitable aux mouvances djihadistes qui se retrouvent à la tête d'un réseau mondial de terroristes potentiels prêts à passer à l'action en leur nom, y compris sur le territoire américain. Et nous sommes en ligne avec Alain Rodier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche chargé du terrorisme au Centre de recherche sur le terrorisme, sur le renseignement, excusez-moi. Alors on l'a dit, c'est la première fois que Daesh revendique donc une attaque sur le sol américain. Les 2 assaillants seraient des Américains de l'Arizona. Cela nous apprend quoi sur les ambitions de l'État islamique ? Bon, il faut replacer dans le cadre de cette internationalisation des mouvements salafistes djihadistes dans la lutte qui oppose à l'heure actuelle Al-Qaïda, canal historique, et Daesh, qui est donc une branche dissidente, voire maintenant opposée violemment à Al-Qaïda. Il y a une sorte de fuite en avant entre les 2 mouvements pour tenter de déclencher des actions terroristes partout où ils le peuvent. Je n'en prends que pour exemple, c'est que Al-Qaïda, canal historique, a revendiqué des attaques à l'arme blanche qui ont frappé au Bangladesh, et en particulier des informaticiens et un Américain qui avait été assassiné comme cela il y a quelques mois. Et donc les deux personnes là qui viennent de passer à l'acte aux États-Unis. Donc il faut vraiment remettre ça dans le contexte de la fuite en avant que connaissent ces 2 mouvements. Est-ce qu'il faut voir dans cette attaque du Texas un parallèle avec l'attaque contre Charlie Hebdo ? Alors, point de vue technique, oui, c'est tout à fait parallèle. Bon, cela dit, heureusement, ils ont été stoppés tout à fait à temps. Mais également avec l'attaque de Copenhague qui engageait qu'un seul individu, mais également c'était un centre de conférence qui avait été attaqué, qui critiquait également le prophète Mahomet, mais l'individu n'avait pas réussi à pénétrer dans le centre de conférence et il s'en était pris ensuite à une synagogue, et malheureusement cette suite d'événements avait fait 2 victimes, plus le terroriste qui avait été abattu par les forces de sécurité quelques heures après. Alain Rodier, merci d'avoir été avec nous ce matin. Retour en France où le 2e patient ayant reçu un cœur artificiel conçu par Karma est mort ce samedi à cause d'une défaillance de cette prothèse. Cet homme, âgé de 68 ans, aura vécu 10 mois avec son cœur artificiel. Une question se pose désormais, cette greffe révolutionnaire a-t-elle encore un avenir ? Ce cœur, c'est moi, c'est en ces termes que le 2e patient ayant reçu une greffe artificielle s'exprimait il y a quelques semaines. Cet homme de 69 ans qui avait tenu à rester anonyme est mort ce samedi. Greffé au CHU de Nantes le 5 août dernier, il menait depuis une vie quasi normale. Hospitalisé ce vendredi à la suite d'une insuffisance circulatoire, une 2e prothèse lui était implantée le lendemain.
Si un dysfonctionnement a été constaté, la prothèse est actuellement analysée pour tenter de déterminer les causes de ce décès. Le premier patient ayant bénéficié en décembre 2013 de cette innovation de la société Karma avait quant à lui trouvé la mort 74 jours après sa greffe. Sa prothèse avait brutalement cessé de fonctionner. Ces 2 patients, au même titre que le 3e dont la greffe a eu lieu avec succès le 8 avril dernier, font partie de la première étape prévue par la société Karma. Un processus détaillé quelques heures après la première greffe du cœur artificiel, une véritable révolution dans le monde médical. Il y a une étape de 4 implantations, ce qu'on appelle une étude de faisabilité. À l'issue de ces 4 premières implantations, on tire bien sûr les conclusions. Non seulement on tire les conclusions après chaque implantation avant d'autoriser la suivante, mais à l'issue des 4 implantations, on tirera les conclusions de savoir d'abord s'il est licite de continuer ou pas, parce que dans le pire des cas, on peut aussi dire il n'est pas licite de continuer pour des raisons X ou Y. Et après, on arrive sur une autre étape qui sera l'implantation d'une 20aine de patients, mais cette fois pas au niveau exclusivement national, au niveau international. Point commun entre ces premiers patients, une insuffisance cardiaque terminale qui limitait considérablement leur durée de vie. Objectif de la première phase, évaluer la survie à 30 jours pour ces malades. Une première phase qui devrait être finalisée en 2015 et précéder une éventuelle commercialisation de l'appareil au sein de l'Union européenne. Une solution miracle, toutefois perfectible et qui permettrait de pallier ce véritable problème de santé publique que constitue l'insuffisance cardiaque. 15 millions d'Européens et 6 millions d'Américains en souffrent. L'Association américaine du cœur annonce un triplement des coûts liés à l'insuffisance cardiaque d'ici 2030. Et toujours dans le domaine médical, cette petite révolution, il s'agit d'un test d'autodépistage du sida dès le mois de juin en France. Betsabé, on pourra tester soi-même son éventuelle séropositivité grâce à un kit. Et oui, effectivement, il s'agit effectivement peut-être d'une révolution pour le dépistage du sida. Fini les centres de dépistage, fussent-ils gratuits, fini les rendez-vous chez le médecin. Le premier autotest sanguin de dépistage du sida va cette fois vraiment arriver en pharmacie en France. Ce kit, alors il est fabriqué et commercialisé par la société A à Z au prix de 28 €. 25 € si le gouvernement lui accorde la TVA à 5% comme le préservatif. Il permet de tester avec une goutte de sang en 15 minutes. De tester son sang et de connaître sa séropositivité de la même façon que l'on peut acheter un test de grossesse, attendre 2 petites minutes et voir si l'on est enceinte. Alors, qu'est-ce que cet autotest va repérer dans le sang? Eh bien, il va détecter les anticorps qui réagissent lors de l'infection au VIH. Ils sont indicateurs d'une réaction donc du système immunitaire quand il rencontre le virus et une fiabilité irréprochable, proche des 100%, nous dit-on. Avec aussi, on imagine, un délai d'attente minimum. Eh oui, une facilité, bien sûr, sous condition. Il existe en effet un temps de séroconversion, ça s'appelle comme ça, pendant lequel aucun anticorps n'est encore détectable. Concrètement, 3 mois, 3 mois, excusez-moi, minimum. Après le rapport à risque, 3 minutes. Il faudra attendre encore un petit peu. Si le résultat est positif, il est à confirmer avec une prise de sang. Et puis toujours dans les phases successives, notez que la mise à disposition du test ira de pair avec une plateforme d'écoute et d'orientation gratuite de SIDA Info Service. Ce sera 7 jours sur 7. Bref, une sacrée avancée, mais la France n'est pas précurseur et non, depuis une semaine, le test BioSure HIV Self est disponible au Royaume-Uni sur Internet. Discrétion oblige. Le test est fiable à 99,7%. Et des avantages qu'on souligne une fois encore, il permet ce test d'aller chercher l'épidémie cachée chez ceux qui ne se sentent pas à risque. Un dépistage qui permet donc de déceler la maladie plus tôt et donc de mieux traiter le patient, d'éviter ainsi la propagation du virus à serait proche et l'évolution de la maladie vers la maladie déclarée. Alors on critique qu'il ne soit pas autorisé à la vente chez les spécialistes. Bonjour à Bruno Spire, président de AIDS, Association française de lutte contre le sida. Merci d'être avec nous. Alors ce kit, c'est une bonne nouvelle pour la lutte contre le sida? Oui, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que ça va être une révolution? Je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Et je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que fini le test dans les centres de dépistage anonyme gratuit, chez les médecins ou dans les associations. Non, c'est un outil qui se rajoute à la panoplie du dépistage qui existe aujourd'hui. C'est pas à la place, c'est en plus. Parce que vous craignez que ce ne soit pas aussi fiable que la prise de sang? Ah non, non, pas du tout. C'est tout à fait fiable en termes techniques, mais ça va concerner un public qui, pour plein de raisons, n'a pas envie de se rendre dans un dispositif médical ou associatif pour faire un test. On sait qu'il existe des personnes qui
parfois ont tellement honte d'avoir éventuellement, de pouvoir être comparés à des groupes à risque ou d'avoir des pratiques à risque, que ces personnes-là, ça les bloque dans la démarche de dépistage et elles préfèrent même payer pour acheter un test et le faire à la maison. Alors, pour finir, Bruno, est-ce que vous craignez un risque chez le patient qui se retrouverait chez lui à faire le test et découvrirait un résultat positif ? Alors ça, c'est la grande question qu'on se pose tous depuis des années. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la maladie, le fait que c'est une maladie qui n'est plus mortelle quand on a accès au traitement, ce qui est le cas dans le contexte des pays riches, ça ne vaut. Il vaut mieux avoir un test sans forcément l'accompagnement idéal à ce moment-là, que pas de test du tout. Et c'est dans ce sens que nous avons opté pour cette option. On pense que c'est une très bonne option pour les gens pour qui il y a des freins pour le dépistage. Il vaut mieux l'apprendre et être peut-être un peu moins soutenu, mais au moins avoir une orientation avec la ligne téléphonique, être orienté vers un médecin qui ensuite fera tout l'accompagnement nécessaire. Et pouvoir se soigner parce qu'on ne meurt plus aujourd'hui du sida, il faut le rappeler, avec les médicaments. On ne meurt plus du tout du sida et au contraire, connaître son test, savoir qu'on est séropositif. Annoncer une séropositivité aujourd'hui, c'est sauver la vie de quelqu'un puisqu'on l'oriente vers le soin. Merci beaucoup Bruno Spir d'avoir été avec nous ce matin. Ce chiffre à présent, on parle d'autre chose, plus 1,5% de croissance pour l'eurozone. De bonnes nouvelles, à une exception près, la Grèce, où la situation économique s'est fortement dégradée depuis le début de l'année, avec la plupart des voyants au rouge, à commencer par la prévision de croissance. En cause, l'impasse des négociations entre Athènes et ses créanciers. À court de liquidités, l'économie grecque suffoque. Elsa Pariante. Une embellie économique, c'est la perspective prédite par Bruxelles pour la zone euro. Une bonne nouvelle portée par une conjonction de plusieurs facteurs favorables. Un prix du pétrole peu élevé, une dépréciation de l'euro. Et le résultat est là. Pas de déflation, une inflation en dessous de zéro et une croissance à la hausse. La croissance dans la zone euro devrait passer de 0,9% l'an dernier à 1,5% en 2015, puis 1,9% en 2016. Autre bonne nouvelle annoncée par Pierre Moscovici, la France qui tend à coller aux exigences européennes en matière de déficit. Avec un déficit à 3,5% en 2016, la France approchera nettement de l'objectif fixé par Bruxelles. Une amélioration qui permettra une négociation de la trajectoire budgétaire française plus aisée face à la Commission européenne. En France, l'économie devrait croître de 1,1% cette année et devrait s'élancer les 2 prochaines années, principalement grâce à la consommation. Point noir de ce bilan établi par la Commission européenne, la Grèce. Une croissance de seulement 0,5% prévue pour cette année. Un déficit qui se dégrade et cette dette abyssale qui ne cesse de s'accroître. Alors que la Grèce lutte pour obtenir un accord sur son financement d'ici quelques jours, c'est le scepticisme qui prime côté allemand. Je lis actuellement des rapports selon lesquels la Grèce mène des négociations urgentes avec tous ses créditeurs ou potentiels créditeurs. La liquidité en Grèce semble se resserrer. Je n'ai pas de chiffres à ma disposition, donc tous les scénarios sont envisageables. Dans la limite de nos possibilités, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour aider la Grèce, mais uniquement dans le cadre sur lequel nous nous sommes mis d'accord. Des discussions entravées par des mois de blocage et qui semblaient progresser ces derniers jours. Toutefois, les Grecs déclarent ne pas attendre d'accord final lors de la prochaine réunion des ministres des Finances de la zone euro, prévue le 11 mai prochain. Une date qui sera donc encore l'occasion de discussions à la veille d'un important remboursement de la Grèce au Fonds monétaire international. Myriam, des bonnes nouvelles en tout cas pour l'eurozone. Effectivement, alors le constat de Bruxelles, eh bien, il est partagé partout en Europe, mais il était très timidement diffusé jusqu'à présent. Eh bien, ce constat, il est là. La conjoncture économique s'améliore bien, lentement, mais nettement, à n'en plus douter. On parle donc d'une croissance de 1,5% pour l'eurozone, alors que les prévisions de croissance pour ce même groupe de l'eurozone, il y a 3 mois, étaient seulement de 1,3%. Des bonnes nouvelles pour la France également, avec Bruxelles qui, pour une fois, est d'accord et presque complètement sur la même longueur d'onde avec Paris. Paris qui, à ce rythme, devrait bien passer sous les 3% du déficit public pour 2017, la dernière date qui a été fixée, une croissance pour la France de 1,1% pour 2015, à peine supérieure à la prévision de Bercy de 0,1% supérieure, mais c'est toutefois à retenir la France qui reste largement derrière l'Allemagne avec 1,9% de croissance, largement derrière l'Irlande avec 2,8% de croissance, mais si on veut voir le verre à moitié plein, eh bien on est toujours au-dessus de la Finlande qui de son côté fait presque du surplace à 0,3%.
Voilà, c'est embelli pour les pays de la zone euro. En revanche, la Grèce ne s'en sort pas. Alors la Grèce ne s'en sort pas et puis cette fois-ci, là, les voyants sont définitivement au rouge en ce qui concerne la Grèce, qu'il s'agisse de la croissance, du déficit, de la dette ou bien de l'inflation. Et on le voit bien dans les chiffres de la croissance publiée par Bruxelles, ces prévisions de croissance pour 2015, avec 0,5% de croissance du PIB annoncé pour 2015, alors qu'on était à près de 2% de plus au cours des 3 derniers mois. Là, c'est Bruxelles qui, bien sûr, a absorbé les risques potentiels des discussions à venir. Un chiffre, 7,2 milliards de liquidités que la Grèce attend, pas d'entente. La deadline, eh bien, ce sera pour le 11 mai. Voilà, 11 mai prochaine date butoir pour la Grèce. Merci beaucoup, Myriam. À suivre, après un nouveau journal, vous les avez vus, ces images qui ont fait le tour du monde. La princesse Kate, toute pimpante, quelques heures après son accouchement, on en sait désormais un peu plus sur la machine de guerre mise en place par le palais de Buckingham pour que la jeune maman continue de séduire toute la planète. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On poursuit cette édition. Jetons un coup d'œil sur les grands titres des journaux du Moyen-Orient ce matin. Maurice, on démarre évidemment par Israël et le bras de fer politique du jour. Binyamin Netanyahou joue gros. Exactement, Barbara, un suspense ou un drame, comme c'est en organiser la politique israélienne, alors que Netanyahou n'a plus que jusqu'à minuit pour annoncer au président qu'il a une majorité. Bennett a durci ses positions et exige le portefeuille de la justice pour Ayelet Shaked. Sinon, c'est l'opposition pour le parti sioniste religieux, privant ainsi Netanyahou de sa majorité. Voilà, le titre est le même dans le Haaretz. Exactement, l'ultimatum de Bennett à Netanyahou. Et pourtant, constate Haaretz, Bennett et Shaked, deux partenaires naturels de la droite, mais aux yeux de Benjamin et Sarah Netanyahou, des bourreaux potentiels, écrit le quotidien. Sarah Netanyahou soupçonne Bennett et Shaked d'avoir été à l'origine des fuites qui ont fait éclater l'affaire Bibi Tours et conduit la famille Netanyahou devant la justice. Alors, Ayelet Shaked au portefeuille de la justice, c'est un vrai cauchemar pour les Netanyahou. Allez, on s'éloigne un peu de la politique israélienne. Al-Mana revient ce matin sur ses déclarations de Hassan Nasrallah. Oui, Hassan Nasrallah se veut rassurant envers Bachar al-Assad. Le chef du Hezbollah affirme qu'une vaste guerre psychologique est en cours visant à affaiblir notre détermination, dit-il, et la volonté des Syriens. Nous ne devons pas prêter attention aux rumeurs. L'Iran n'abandonnera jamais ses alliés en dépit des négociations sur le nucléaire, a promis Nasrallah. À propos des revers subis par le Hezbollah en Syrie, Nasrallah a utilisé la formule convenue. Nous avons perdu une bataille, mais cela ne veut pas dire que nous avons perdu la guerre. Voilà, et toujours à ce sujet, Lorient Le Jour pose une question ce matin. Le front libanais va-t-il s'embraser? Et oui, et la question c'est aussi la bataille de Kalamoun aura-t-elle lieu, demande Lorient Le Jour. Le Kalamoun est une région montagneuse de l'ouest de la Syrie. Elle est sur la route de la capitale syrienne vers le Liban, d'où son importance stratégique. Réponse de Nasrallah, la bataille s'imposera d'elle-même lorsqu'elle sera lancée. Nous avons décidé de régler le problème de Kalamoun, a lancé Nasrallah face à l'incapacité de l'armée libanaise à faire face au groupe djihadiste. Voilà, et pour les journaux du pays du Golfe, on revient ce matin sur ce sommet qui a eu lieu hier en présence de François Hollande. Exactement, l'Iran est une menace pour les pays de la région, a lancé le roi Salman d'Arabie Saoudite. C'était hier donc à Riyad, lors d'un sommet des leaders des pays du Golfe, pour la première fois en présence d'un chef d'État occidental, en l'occurrence François Hollande, vous l'avez dit. Les monarques du Golfe seront la semaine prochaine à Washington, souligne Al-Arabi. Obama veut apaiser les craintes de ses alliés qui ne voient pas d'un bon œil le rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. Voilà, et dans la presse iranienne, le ton n'est pas le même. Le président iranien condamne les ventes d'armes françaises dans les pays du Golfe. Exactement, les États-Unis et certains pays européens ne devraient pas être fiers de vendre des armes aux pays du Golfe, affirme Hassan Rouhani. Les pays occidentaux soutiennent ainsi l'insécurité, les massacres à Bagdad, Damas et Sanaa et la destruction de civilisations dans la région, affirme le président iranien. C'est dans ces termes les plus fermes que le président iranien critique donc la vente de 24 Rafales au Qatar. Merci Maurice.
Je vous propose à présent un petit retour en arrière. Nous sommes le 18 novembre dernier. Vous vous souvenez peut-être de ce terrible attentat commis contre une synagogue à Jérusalem. 2 Palestiniens qui ont massacré 5 Juifs étaient entrés à l'aube et avaient tué également un policier israélien. Il appartenait à la communauté druze qui s'était rendu spontanément. Il s'était rendu spontanément sur les lieux de l'attaque. Un geste qui vaut aujourd'hui une reconnaissance éternelle de la part des Juifs orthodoxes envers cette communauté druze. Une cérémonie avait d'ailleurs lieu hier à Jérusalem. Reportage sur place signé Mathias Inbar. Une rencontre franche et cordiale entre un survivant juif orthodoxe et le père d'un policier druze tué lors d'un attentat dans le quartier de Har Nof à Jérusalem. Nous savons que notre action n'a pas été vaine. Votre fils a sauvé de nombreux juifs et j'espère que, si Dieu le veut, nous continuerons à avoir d'excellentes relations. Le 18 novembre dernier, 2 terroristes palestiniens pénétraient à l'intérieur d'une synagogue armés de couteaux, de haches et de pistolets. 4 fidèles mouraient sur le coup. Au même moment, le policier druze Zidan Saïf arrivait sur les lieux et tentait de neutraliser les terroristes. Il sera tué dans un vif échange de tirs et en protégeant son coéquipier. Plus de 5 mois plus tard, un fonds de coopération entre orthodoxes et druzes a été créé à l'initiative d'un homme d'affaires israélien, Martin Indyk. Le père de Zidan a fait spécialement le déplacement pour l'occasion. Nous croyons au destin et c'est pour cela que mon fils a agi de la sorte. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Mon fils s'est battu avec loyauté au sein des forces de police et pour son pays. C'est ce qu'il me disait tout le temps. Plusieurs mesures ont été annoncées au cours de cette première rencontre de travail. Plus de 1000 femmes druzes pourront très prochainement travailler dans une usine dans la ville de Beit Jehan et la veuve du policier Zidan recevra une pension. Mais au-delà des aspects économiques, la famille Saïf a des revendications politiques. Nous souhaitons que cette alliance dans la mort le soit également dans la vie. Et nous demandons au Premier ministre de donner aux Druzes le statut que nous méritons au sein du gouvernement, de nous donner ce qu'il nous revient de droit. Sur les 3000 habitants que compte le village de Beit Jehan, d'où était originaire Zidan, plus de 400 sont morts en portant l'uniforme de l'armée israélienne. Mathias, qu'insinue le père de Zidan lorsqu'il demande au Premier ministre israélien de donner aux Druzes le statut qu'il mérite? Le statut qu'il mérite, c'est d'abord un poste au sein même du gouvernement israélien. Alors vous parliez avec Maurice à l'instant du fait que le gouvernement n'est pas encore, en tout cas, entériné. Et s'il y a un gouvernement de droite, eh bien ce qu'insinue le père de Zidan Mouad, eh bien tout simplement, c'est la nomination d'un ministre d'origine druze, en l'occurrence celui qui est aujourd'hui député du Likoud, Ayoub Kara, qui était vice-ministre du département du Negev et du développement du Negev et de la Galilée, et qui demande aujourd'hui à être ministre. Ministre, c'est plus que vice-ministre, c'est-à-dire un poste reconnu et accepté par l'establishment politique israélien. Et pour l'instant, selon, alors je l'ai rencontré, vous savez, la communication est un art que certains maîtrisent. C'est d'ailleurs le cas d'Ayoub Kara. Il n'a, même s'il a lui-même organisé quasiment à 100% cette cérémonie hier entre juifs orthodoxes et druzes, eh bien, il était à l'extérieur de cette cérémonie. Je l'ai rencontré dans un café quelques minutes après cette cérémonie. Il m'a dit: j'ai reçu un appel, j'ai reçu la confirmation que Binyamin Netanyahou devrait me nommer en tant que ministre. Alors, de manière générale, les relations entre la communauté druze et la classe politique israélienne sont plutôt bonnes? Sont plutôt bonnes, mais en même temps, il y a des problèmes dans les infrastructures, dans le développement des infrastructures. Il suffit de déambuler dans les rues de Beit Jehan, de Mrar ou d'Aliat El Carmel pour comprendre, je parle des grandes villes en tout cas druzes, pour comprendre qu'il y a beaucoup à faire en termes d'infrastructures. Cela dit, au niveau de la politique et de l'armée, les Druzes y sont largement représentés, notamment à Hassan Alian, qui est le colonel de la prestigieuse unité Golani. Il y a également un haut représentant de la communauté druze dans l'establishment militaire de l'armée de mer, la prestigieuse armée de mer. Et puis en 1957, et c'est en fait la communauté druze a demandé au gouvernement israélien d'être représentée, d'être qualifiée de communauté druze distincte. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'arabe, druze, mais bien de druze.
Pour finir, ce fonds de coopération va permettre de mieux faire connaître au grand public cette communauté druze? Oui, dans les deux sens. Je citerai une anecdote d'ailleurs de Martin Indyk, l'homme d'affaires israélien, qui disait finalement nous sommes les deux responsables de cette méconnaissance. Lorsque je me suis rendu, c'est lui qui parle à Beit Jan, j'ai compris ce que j'avais en face de moi. Et les Druzes disent eux-mêmes nous sommes les propres responsables de cet état de fait parce que nous nous sommes trop ouverts vers l'extérieur et nous n'avons pas assez accueilli les Israéliens chez nous. 1000 femmes druzes, pourquoi elles vont pouvoir travailler? Parce que dans la religion druze, on ne permet pas aux femmes d'aller travailler à l'extérieur, et ce qui va permettre aux femmes druzes de pouvoir travailler et donc de se développer. Merci Mathias. On parle à présent d'une autre communauté vivant en Israël. Il s'agit des Juifs originaires d'Égypte. Ils ont dû quitter leur pays en raison de la guerre israélo-arabe. Et en ce moment, un documentaire s'efforce de retracer leur histoire. Reportage Merav Savir avec Léa Volbert. Des dizaines de membres de la diaspora juive égyptienne sont arrivés à la mer Morte pour 3 jours de conférences. La plupart avaient fui leur pays d'origine au cours de ce que l'on appelle la deuxième sortie d'Égypte. Au programme du séminaire, la projection en avant-première d'un film documentaire sur les Juifs d'Égypte, signé Elliot Malki, lui-même exilé d'Égypte à l'âge de 18 ans. Quand tous les biens de mon père ont été confisqués au début des années 60, il était presque impossible de mener une vie normale. J'ai un très bon souvenir du Caire. Pour cette édition 2015, ce colloque se focalise sur la préservation des sites juifs en Égypte. Avec la destruction des sites historiques en Irak par l'État islamique, les Juifs originaires d'Égypte craignent pour les lieux de culte qu'ils ont laissés derrière eux. En juin dernier, le sujet de la préservation des sites juifs dans les pays arabes avait été présenté à la secrétaire générale de l'UNESCO, Irina Bokova. L'UNESCO parle et agit pour préserver les lieux sacrés musulmans, les lieux sacrés chrétiens, mais ils n'ont pas encore touché les sites juifs dans les pays arabes. Mais la préservation de ces sites n'est pas une priorité pour tout le monde. Je pense malgré tout que ce ne sera pas un objectif très utile pour la prochaine génération. Car cette prochaine génération n'ira presque pas visiter l'Égypte et ses synagogues. Un avis qui ne fait pas l'unanimité, certains y voient un témoignage de l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord qu'il faudra préserver. Allez, vous les avez vues, ces images. Évidemment, elles ont fait le tour du monde. La princesse Kate, toute pimpante, quelques heures à peine après son accouchement. Et on en sait désormais un peu plus sur la machine de guerre mise en place par le palais de Buckingham. Rudy. Oui, Barbara, je ne vous demande pas comment vous étiez 10 heures après l'accouchement de votre petit dernier. Évidemment, vous ne ressembliez pas forcément à Kate. On va la voir au talon, grand sourire, coiffure et manicure parfaite. Kate a dérouté le monde entier et notamment les internautes par son élégance et puis sa forme physique. Alors on l'a beaucoup qualifié sur les réseaux sociaux d'extraterrestre, mais on a maintenant, quelques jours plus tard, on en sait un peu plus sur les secrets de cette séquence, voilà, et donc de cette sortie médiatique. Donc tout a été révélé. Alors d'abord, il y a la préparation en amont. Ceux qui, comme vous, suivent la princesse au quotidien, bien vous savez qu'elle a une hygiène de vie parfaite et que c'est une adepte du yoga. Alors certains annoncent qu'elle a fait aussi de la sophrologie pour pouvoir accoucher sereinement et sans douleur. Deuxième ingrédient, la fameuse Dream Team qui a été révélée, une Dream Team qui l'entoure et qui s'est affairée après l'accouchement pour lui redonner très rapidement son look de princesse. À l'hôpital Sainte-Marie, il y avait Amanda Cook-Tucker, c'est sa coiffeuse personnelle, elle la suit depuis des années. Quant à sa manucure, elle datait, elle, de la semaine précédente pour avoir justement cet air un peu naturel, signé par la londonienne Marina Sandoval. La légende dit que la princesse aime se maquiller toute seule et qu'elle le fait avec beaucoup de talent. On l'a vu, donc le maquillage est signé Kate elle-même. Comme pour son mariage. Absolument, ouais. Elle porte toujours une petite touche de rosé sur les pommettes. Voilà. Pour finir le tour du dispositif, il y a cette robe jaune, évidemment, qu'on a vue. Cette robe jaune signée Jenny Packham. Alors, elle a été faite sur mesure, sa forme est étudiée pour ne pas, évidemment, montrer les rondeurs post-accouchement de la jeune princesse. Alors, la couleur aussi devait correspondre aussi au teint de Kate. Mais il y a une autre hypothèse plus intéressante, une hypothèse, un autre secret. Est-ce que vous devinez lequel, Barbara? Non, je ne sais pas. Alors,
vous allez me le dire justement, il semblerait que le choix de sortir si vite de l'hôpital soit motivé par le fait que durant les premières heures, il y a une certaine euphorie, une euphorie qui prend le dessus sur les émotions et qui gomme toute la fatigue. Cela masse la fatigue et généralement la crise de larmes intervient juste après. 24 heures, 48 voilà, heures. Et donc en fait, sachant qu'elle est sortie 10 heures après, elle était effectivement. Elle était encore boostée, quoi, c'est vrai. C'est voilà, dans le physiologique, tout à fait. Alors on l'a compris, cette sortie a été savamment préparée, millimétrée, mais quels sont les enjeux finalement du Palais Royal? Alors, il y en a plusieurs, il y a un enjeu évidemment médiatique sur le plan du rayonnement international de la couronne britannique, de la monarchie, réussir une image glamour, parce que c'est une fabrique d'images, c'est devenu primordial. Faire continuer à faire rêver avec ces princesses. Et aujourd'hui, clairement, les monarchies de par le monde sont devenues des machines à fabriquer de l'image glamour. On calcule avec la précision de la communication pour offrir à la presse, dans un jeu de gagnant-gagnant, ce jeu d'image parfaite. Ça a duré finalement que 2 minutes pour offrir cette image qui a fait le tour du monde, mais c'était très étudié. Après, elle a disparu dans une voiture, on ne sait pas si elle s'est complètement effondrée. Elle a dû enlever ses talons, je pense, oui, dans la sûrement, voiture. Oui. Alors, les enjeux sont aussi économiques et touristiques. Alors, on estime que la naissance de la princesse Charlotte rapporterait 300 millions de livres directement à l'économie britannique. Ça fait 419 millions d'euros. Ça correspond aux hôtels, ça correspond aux restaurants qui avaient été réservés. Et il en est de même aussi pour cette robe aussi Jenny Packham qui a ce sont des conséquences indirectes sur l'économie britannique. La naissance de George, elle avait une robe bleue avec des motifs. En quelques jours, c'était une rupture totale de stock. Il en est de même pour cette robe jaune Jenny Packham. Conclusion, mesdames, ne complexez pas, ne vous en faites pas. L'image de Kate était unique car savamment préparé, étudié avec, on l'a dit, une armée de communication derrière. À vous les visages bouffis, les yeux injectés de sang, les jambes qui tremblotent, le dos en bouillie, mais on est toujours belle quand on est une maman. Ça dépend. Merci en tout cas, Rudy. Oui, voilà, c'est vrai. Pour vous rassurer. Et vive Kate. God save the Queen. Allez, 2 jours à peine avant son concert en Israël, la chanteuse Lauryn Hill annule l'événement qui faisait salle comble. Elle aurait cédé à des pressions pro-palestiniennes. On en reparle juste après un nouveau journal. Restez avec nous. Le point complet sur l'actu vous est présenté ce matin par Julien Baloul. Ce sera dans 2 petites minutes. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer ce matin. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, voici ce qu'il faut retenir. C'est en bref et en images et c'est signé Johan Giametta. L'UMP deviendra les Républicains. Le nouveau nom du principal parti de la droite française a été adopté mardi par le bureau politique de l'UMP à la quasi-unanimité. Un nouveau nom justifié pour refonder une droite plus moderne en abandonnant l'utilisation de sigles jugés trop désuets, mais surtout une manière pour le président du parti Nicolas Sarkozy de faire table rase des affaires judiciaires qui ont terni l'image de l'UMP. Les adhérents vont devoir valider ce changement de nom lors d'un vote les 28 et 29 mai. Mike Huckabee, à nouveau candidat à la Maison-Blanche. L'actuel gouverneur de l'Arkansas a annoncé ce mardi vouloir se présenter aux primaires républicaines pour la présidentielle américaine de 2016. Cet ancien pasteur et animateur de la chaîne Fox News se présente comme le défenseur des valeurs de l'Amérique rurale et chrétienne. Il s'était déjà porté candidat à l'investiture républicaine en 2008 sans succès. Mike Huckabee devra faire face à Jeb Bush, frère de l'ancien président George W. Bush et favori des sondages. Les relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis ne finissent plus de se réchauffer. Des liaisons par ferry entre la Floride et l'île des Caraïbes seront bientôt assurées. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le département américain du Trésor, une mesure d'assouplissement qui confirme le rapprochement historique entre Washington et La Havane, un rapprochement qui intervient après plus de 50 ans de rupture diplomatique entre la République américaine et la dictature communiste. La Juventus de Turin s'est imposée à domicile mardi soir 2-1 contre le Real Madrid. Une belle prestation pour les Italiens grâce à un jeu plus offensif que les Espagnols. Les Madrilènes pourront prendre leur revanche lors du match retour mercredi 13 mai pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions.
Les sorties de la semaine à présent, Laetitia, le cinéma français en force. Voilà, oui, c'est parfois compliqué de savoir quel film ne pas manquer si on doit faire le tri entre toutes les critiques de toutes les différentes revues. Donc voilà ma sélection du jour, en tout cas de la semaine, ce que je vous conseille de ne pas manquer. Tout d'abord, L'épreuve, on en a parlé hier, le film avec Juliette Binoche du Norvégien Eric Pope. Juliette Binoche qui, comme à son habitude, cope un rôle de femme forte et émouvante, un petit peu tiraillée entre son métier à risque et puis sa famille qui meurt d'angoisse à l'idée qu'elle y laisse sa peau. Voilà, les reporters de guerre. Voilà, reporters de guerre. L'autre film, un autre registre complètement, la grosse comédie de la semaine, c'est réalisé et joué par Clovis Cornillac, c'est le Feel Good Movie du printemps pour ceux qui ont envie de se détendre. On en regarde un petit extrait. Alors c'est l'histoire en résumé de Clovis Cornillac, qui est lui inventeur de casse-tête, investi corps et âme dans son travail, il ne peut se concentrer de casse-tête, les jeux tous les jeux de mémoire. D'accord. Donc il ne peut se concentrer que dans le silence. Elle, c'est une pianiste accomplie qui ne peut vivre, elle ne peut pas vivre sans musique. On est dans 2 appartements parisiens avec une cloison très ou bien trop fine, 2 locataires forcés de cohabiter sans se voir. Imaginez la suite, c'est la première fois que Clovis Cornillac passe derrière la caméra pour un film qu'il va donc diriger et dans lequel il va jouer, et c'est sa compagne qui joue le rôle féminin, et donc sa compagne dans la vie. Sa compagne dans la vie qui va finalement être sa compagne au cinéma. C'est une comédie romantique, évidemment. On est dans une comédie romantique. C'est le scénario attendu. Allez, la comédie de la semaine, c'était pour ça, on continue. Le feel good, j'aime bien dire le feel good movie de la semaine. Autre film recommandé, là c'est Le Partisan de l'Australien Ariel Kleiman. Vincent Cassel y interprète un personnage extrêmement inquiétant et fascinant, comme il sait le faire, Vincent Cassel. Il est Grégory, père de famille aimant, entouré de femmes et d'enfants qu'il a pour certains recueillis. Seulement voilà, la réalité c'est que ce n'est pas un paradis comme on peut s'y attendre. On regarde ça tout de suite en images. J'aimerais qu'on se remette au travail dans une énergie de vie. Et donc contacter un coach. Je m'appelle Thibaut Rédinger. C'est ouf, le mec je le connais, c'était un pote au collège. Un pote? C'est ouf. Bah arrête avec c'est ouf. Alex Ludon, c'est ouf. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à ce mec? Super. C'est jaloux, c'est tout ce que t'es. Sincèrement, tu peux faire une petite carrière, je te le dis. Oh. C'est vrai? Pourquoi pas moi? Alors j'ai tout plaqué, mais proprement. Je pars, je vous emmerde et vous encule. C'est le gourou qui t'a mis de la merde dans la tête, c'est ça? On voit que nos vies sont même pas moyennes avec nos petits costumes, nos petits tickets resto, nos petites vacances, nos petites bites, putain! On serait vu au lycée comme ça, on serait foutu de nos propres gueules, non? On veut un bébé d'après ce que j'avais compris. Et toi tu fais quoi là? Il faut quoi ton pote là, sérieux? Nous les filles on se parle. Un jour on a appris l'histoire, on s'est dit tiens il y a des mots, c'est cool, ça peut servir. Depuis que t'es dans nos vies, tout est vraiment de la merde. Mais vous êtes cons en fait. Mais c'est quoi un rêve accompli d'abord? Un petit poulain sur lequel je mise énormément. Oh vous me faites chier, vous êtes cons, je vous sème. Il faut les tenir parce que... Alors ça c'est le dernier film dont vous vouliez nous parler cette semaine. On est encore dans la comédie française, donc vous l'avez reconnu, Alex Lutz et Bruno Sanchez qui sont en fait Catherine et Liliane du Petit Journal de Canal+, qui sont maintenant au cinéma, qui ne sont pas travestis mais qui sont toujours collègues de bureau, qui vivent une vie plutôt tranquille, un petit peu sans ambition, et finalement jusqu'à l'arrivée de ce Thibaut qui va un peu créer un malaise et surtout donner des ailes à Alex Lutz. Donc on retrouve ce trio de jeunes garçons qui sont vraiment les personnalités à suivre. Ils sont dotés d'une créativité absolument incroyable, et c'est comme vous le disiez Sandy en regardant la bande-annonce, c'est un film qui va faire un carton. Ce qui est avant, c'est aussi que ces 3 personnages principaux sont dans la vie des meilleurs amis depuis le collège et le lycée. Ils font tout ensemble depuis des années. Ça se ressent. C'est pour ça qu'ils ont envie de se retrouver au cinéma. Voilà pour les sorties de la semaine. Merci. Désolée pour les problèmes techniques. Alors, on va retrouver peut-être la bande-annonce des Partisans. Du Partisan. Du Partisan, allez.
What would you rather? Be hit by a man or hit a man first? Hit a man first. Once this game of love is done, you're floating like an angel. Hold on to me and watch. You'll see the lights descending. A story never ending. It's so important to cherish the things you love while you have them, and to protect them, and destroy anyone who tries to do them wrong. It's the hardest thing to do. It's the hardest thing to do. This trouble for you was big enough for two. Sometimes to tell the truth is the hardest thing to do. You're gonna grow up, and you'll remember me and everything I taught you. And you'll say, Gregory was right. Un climat pesant, hein. Un film avec un climat extrêmement pesant, et c'est là aussi on reconnaît le talent quand même de Vincent Cassel, qui n'est pas seulement un excellent acteur, mais qui choisit extrêmement bien ses rôles et qui a le flair. Il travaille là avec donc le réalisateur dont je vous parlais, Harel Kleiman, qui est un réalisateur à suivre et qui nous plonge vraiment dans une histoire glauque, mais en même temps pas si loin de la réalité. Merci beaucoup Laetitia. Allez, direction Los Angeles, à présent où la France connaît un regain de popularité en moins de 3 ans. Le label Bleu Blanc Rouge a fait son chemin. Explication David Gombin. Aimer la France, c'est le credo à la mode cette semaine. La preuve, Los Angeles a son petit emballement bleu-blanc-rouge. On commence à Paris Photo. À Paris, c'est l'un des highlights à l'automne. Cette expo de clichés attire foule sous le dôme du Grand Palais. Depuis 3 ans, sa version US, Bling Bling, fait le bonheur des Américains. Los Angeles, c'est un endroit qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes qui y viennent. Il y a de très grandes galeries qui viennent s'y installer. Et donc, ça ne fait que conforter notre sentiment que Los Angeles est la place to be. Et pour de belles images, il fallait un lieu mythique. Direction Hollywood, studio Paramount. Le fait d'avoir en plus trouvé cet endroit que sont les studios de la Paramount, où il y a un véritable lien avec l'image en mouvement, était particulièrement intéressant pour une foire comme Paris Photo. Paris Photo n'est pas le seul événement Frenchy, non loin du quartier chic de Beverly Hills. La galerie Fabien Castagnier accueille Speedy Graffito. C'est dans ce hangar que l'artiste apporte la dernière touche à sa nouvelle expo Artificial Paradise. Son truc, surfer sur les symboles de la société de consommation pour mieux la dénoncer. Alors pour lui, Los Angeles, c'est vraiment la ville toute trouvée. Je suis vraiment baigné dans cette ambiance marketing, donc c'est un peu le bon endroit pour révéler un peu ces choses. Entre peinture et graphe, son iconographie est toujours inspirée de la culture pop. Cet enfant de la figuration libre et de la scène de l'art de rue à la française n'hésite pas à utiliser logos, personnages de BD et produits de consommation de masse. Tout ça pour faire passer son message. La publicité, qu'on le veuille ou non, on l'a subie, c'est-à-dire on a eu la télé, il y a de la pub, on est sur notre ordinateur, il y a de la pub, dans la rue, les panneaux d'affichage, donc ça fait partie de notre environnement. Et ces images, à chaque fois, représentent une espèce de vision du monde, de valeur du monde qui n'est pas forcément la réalité, mais ce qu'on essaie de faire croire aux gens, on leur dit, voilà, le monde est comme ça. Mais au pays de l'oncle Sam, tout est marketing. En marge de son expo Artificial Paradise, le graffeur Speedy Graffito a déjà prévu son merchandising. En décembre, il sortait un livre, Speedy Graffito in America, compilant 4 ans de travail aux States. Et voilà que son dernier ouvrage, Serial Painter, sort lui aussi, histoire de bien afficher son image de marque. Si les Californiens appréciaient déjà le vin et la gastronomie française, les événements qui se tiennent en ce moment leur donneront le goût de l'art à la française. Et on termine en musique. On va parler de Lauryn Hill et de son annonce choc pour ses fans israéliens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous remettre dans le bain en écoutant un de ses plus gros tubes. C'était en 98 et ça s'appelait Do Wop.
Voilà, son concert était donc prévu et faisait salle comble en Israël. Seulement voilà, 2 jours seulement avant l'événement, Sandy, elle annule tout, Lauryn Hill. Et oui, la pression était trop forte. Lauryn Hill est passée de l'autre côté, du côté de ceux qui renoncent à se produire en Israël suite aux nombreux appels du BDS, le mouvement boycott des investissements, sanctions très anti-israéliens. Alors à 3 jours de son concert, vous l'avez dit, elle l'a annulé. L'ancienne chanteuse du groupe de Fujis a complètement annulé son voyage en Israël. Elle a ajouté qu'elle comptait au départ faire une nouvelle date, créer une deuxième date à Ramallah, mais que ça n'avait pas été possible vu l'organisation. Oui, toute la technique était trop compliquée à organiser de ce côté. Donc, elle n'a pas voulu offenser ses fans et a décidé tout simplement de tout annuler. Voilà, en cédant au groupe de pression pro-palestinien, mais bon, c'est pas la seule, c'est pas la première. C'est ni la seule ni la première. Elle rejoint Vanessa Paradis, Lenny Kravitz ou Annie Lennox qui avaient fait ce même choix avant elle. Une bataille donc semble avoir été gagnée par Roger Waters et ses amis. Mais qui dit remporter une bataille ne remporte pas la guerre. Lenny Kravitz avait annulé aussi à cause de la pression du BDS ? Il paraît. Exactement, parce que le BDS fonctionne comme ça, ils mettent pression. Mais malgré toutes ces pressions, nombreuses résistent. Par exemple, ces derniers temps, on a pu voir les Rolling Stones, Lara Fabian, Charles Aznavour, Dépêche Mode ou Patricia Cass qui, eux, ne se sont pas laissés intimider. Et les 2 derniers en date sont Robbie Williams et Juliette Gréco. Tous les 2 ont décidé malgré tout de conserver leur date en Israël envers et contre tout et envers et contre tous. Alors ils avaient reçu eux aussi des lettres ouvertes dans la presse. Juliette Gréco de la part d'un membre de la campagne BDS France et Robbie Williams lui a eu le privilège de recevoir un appel direct de Monsieur Roger Waters en personne qui lui réclame carrément de renoncer à son poste d'ambassadeur de l'UNICEF. Alors Robbie Williams a ignoré cet appel, il avait dit qu'il était impatient de se produire en Israël. Et le concert a eu lieu samedi dernier. Samedi dernier, et je vous propose d'écouter avec quelle chanson il a ouvert le show. Voilà, Juliette Gréco, elle aussi. C'était lundi soir et on lui avait posé la question avant dans la presse. Elle avait répondu ça. Mais je vais partout. Je suis allé au Chili, je suis allé sous Pinochet, je suis allé en Espagne sous Franco. Je suis plus pour le terrain. Je suis plus pour... C'est difficile et dangereux, mais je suis faite comme ça, je n'y peux rien. Je veux parler avec les gens. Je veux parler. Je veux comprendre. C'est ma seule raison. Voilà pour Juliette Gréco. Alors le prochain à venir, c'est Art Garfunkel, c'est le 10 juin. On verra s'il l'annule. Je vous propose... On va se quitter en musique avec du Simon et Garfunkel. Merci beaucoup, Robinson. Sandy, je vous dis à demain, portez-vous bien.